Messieurs, dames, bonjour. Donc je vous salue individuellement, Madame Vercher, Messieurs Combes et Ibanez, Monsieur le rapporteur. Nous reprenons donc aujourd'hui nos travaux de la commission d'enquête en recevant 3 auteurs d'un projet de proposition de loi visant à diminuer la consommation d'énergie pour le bâti que vous avez adressé en juillet dernier aux députés de la NUPES. Madame, vous avez été maire de Bouguenais, dans la Loire-Atlantique. Vous avez combattu le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et vous avez également été membre d'Anticor, une association de lutte contre la corruption. Monsieur Combes, vous êtes économiste spécialisé sur les sujets de politique climatique, membre d'Attaque et co-auteur de plusieurs essais sur la crise climatique et environnementale. Enfin, monsieur Ibanez, vous êtes économiste et consultant, cofondateur des rencontres annuelles des lanceurs d'alerte. Nous vous recevons car vous avez tous les 3, je l'ai dit au début de mes propos, adressé en juillet 2022 une lettre ouverte aux parlementaires de la NUPES, accompagnée d'une proposition de loi visant à engager une politique de rénovation énergétique du bâtiment privé français sans reste à charge pour les propriétaires. La contrepartie de ce financement est une obligation pour les propriétaires de logements et de bâtiments tertiaires à usage de bureaux d'entreprendre des travaux d'isolation et de modification de mode de chauffage quand les conditions l'exigent et le permettent. Ces travaux seraient pris en charge via un fonds se finançant grâce à une inscription des financements en faveur d'une isolation ou d'un changement de mode de chauffage sur le registre des hypothèques. Madame, Messieurs, avec cette proposition, vous soulevez une question majeure de l'accélération de la rénovation énergétique, le zéro reste à charge. Les chiffres le prouvent, pour nombre de ménages, c'est leur situation financière face aux coûts estimés des travaux, qu'ils soient d'ailleurs partiels ou globaux, qui les incitent très souvent à repousser, voire à ne pas faire de rénovation de leur logement. Supprimer ce frein du reste à charge est une intention louable, mais difficile à mettre en œuvre. Vous nous expliquerez comment vous pensez pouvoir y parvenir. Sur quel modèle de financement repose ce dispositif? Vous indiquez soutenir la création d'un fonds qui financerait ces opérations de rénovation en payant les opérateurs et les entreprises en charge de travaux grâce à une inscription sur le registre des hypothèques comme garantie. Pouvez-vous nous expliquer en détail le fonctionnement de ce fonds? Enfin, je souhaiterais obtenir votre avis sur les politiques gouvernementales actuelles d'aide à la rénovation énergétique. L'absence de reste à charge zéro est-elle pour vous la seule cause de l'échec d'atteinte des objectifs de rénovation des logements? Quels sont les autres dysfonctionnements que vous identifiez et quelles seraient les alternatives à mettre en place pour y remédier? Avant de vous laisser la parole pour répondre à ces premières questions et pour un propos introductif que je vous propose d'une quinzaine de minutes, que vous vous répartirez comme vous l'entendez. Donc, il me revient de vous indiquer que cette audition elle est diffusée en direct et en différé sur le site internet du Sénat et qu'un compte-rendu sera publié. Je dois également vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal qui peuvent aller de 3 ans à 7 ans d'emprisonnement et de 45 000 € à 100 000 € d'amende. Donc, d'une façon formelle, je vous demande donc et je vous invite à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je vous en remercie. Je vous laisse maintenant la parole. Après votre intervention, Monsieur le rapporteur, bien sûr, ne manquera pas de vous poser un certain nombre de questions complémentaires à celles que j'ai déjà posées, mais aussi au vu de l'exposé que vous allez nous faire. Donc, je vous laisse la parole, Madame, Messieurs. Merci. Merci, Madame, Messieurs. Vous avez rappeler notre proposition. Je tiens d'abord en préalable à préciser que nous avons
écrit à de nombreux parlementaires de sensibilités différentes et nous avons aussi transmis à Madame la Première ministre le dossier de notre proposition. Elle l'a elle-même transmis au ministre en charge, M. Olivier Klein. Donc notre proposition est adressée vraiment à l'ensemble de tous les gens, de tous les décideurs, car nous pensons que le sujet ne se prête pas à d'éventuelles controverses politiques, mais à une vraie prise en charge de la question. Voilà, je voulais, puisque vous nous avez déjà présenté rapidement, dire que notre configuration d'aujourd'hui, nous sommes 3 avec des parcours différents, mais nous nous sommes retrouvés sur cette question fondamentale parce qu'en fait, nous avons constaté la difficulté à passer à une échelle importante et pertinente. Or, il y a des dispositifs depuis de nombreuses années et nous pensons que c'est peut-être l'angle par lequel nous avons jusqu'à présent regardé les questions de rénovation énergétique des bâtiments qui font que nous ne sommes pas à la hauteur des enjeux. C'est pourquoi la proposition que nous avons faite est effectivement peut-être un peu étonnante ou différente de ce qui existe jusque-là, puisque on le verra au cours de la présentation. Jusque-là, on propose des financements extrêmement compliqué, avec des cases, avec des conditions d'accès, et finalement, nous n'avons pas l'efficacité peut-être attendue. Alors, on va essayer de faire une présentation assez rapide de notre proposition. Alors, il faut que je manipule ceci. Non, ça n'est pas ça qui fait avancer. Voilà. Passons rapidement, parce que je pense que vous savez tous cela. La mauvaise isolation des bâtiments a des conséquences directes sur la consommation énergétique en hiver et aussi en été, et probablement de plus en plus souvent en été. Une émission accrue de CO2, la dégradation de la santé par la pollution liée aux particules fines émises, une baisse du pouvoir d'achat des ménages et une augmentation des charges des entreprises à cause de cette consommation d'énergie. Et évidemment, en corollaire, une fragilisation de l'indépendance énergétique du pays. Alors, la part du chauffage dans le bâtiment est important puisque le secteur du bâtiment représente 44% de l'énergie consommée en France, loin devant le secteur des transports. Chaque année, le secteur du bâtiment émet plus de 123 millions de tonnes de CO2 et c'est évidemment un des domaines clés dans la lutte contre le réchauffement climatique. Pour rendre le bâtiment plus économe, il faut rénover massivement l'existant et développer des normes plus strictes pour les bâtiments neufs, mais ce n'est pas notre propos. Nous sommes vraiment sur la question de la rénovation de l'existant. Donc l'isolation, c'est pour nous le premier impératif. Et nous en voulons pour preuve des textes tout à fait sérieux et officiels, puisque nous avons retrouvé les textes de l'ADEME en 2021. La première étape doit viser les travaux d'isolation et de ventilation pour éviter les pathologies et un surdimensionnement des systèmes de production de chauffage. En effet, changer de système de chauffage peut être intéressant, mais encore faut-il que les bâtiments soient isolés correctement. Nous avons aussi retrouvé donc un article de l'OCDE, l'Agence internationale de l'énergie, qui dit aussi, en anglais cette fois, qu'il y a effectivement une priorité dans l'isolation des bâtiments. Et enfin, dans le comité d'évaluation du plan France Relance, le rapport 2022, donc tout à fait récent, un système de chauffage ne peut être performant sans isolation adéquate, l'isolation étant un prérequis dans un parcours de rénovation cohérent et optimisé. Donc effectivement, l'isolation est pour nous le point numéro 1 avant même les recherches de sources d'énergie pour chauffer. Alors le fonctionnement actuel que nous avons regardé, dont un certain nombre d'entre nous ont pu bénéficier ou pas d'ailleurs, parce que c'est assez compliqué. MaPrimeRénov', qui s'est substitué à beaucoup d'autres dispositifs précédents, prévoit une aide à la rénovation énergétique calculée en fonction des revenus du demandeur. C'est donc un des points importants qui aboutit à ces tableaux extrêmement compliqués que vous connaissez tous avec le nombre de personnes dans le ménage, les revenus, etc. En fonction des travaux retenus, un contrôle des dossiers de demande de prime. Au total, un dossier qui reste complexe à monter, au point qu'on voit même la création de cabinets pour vous aider à monter un dossier, ce qui est tout de même peut-être un peu compliqué. Et la loi actuelle ne prévoit pas d'obligation d'isoler, mais elle prévoit une interdiction à venir de louer des biens très mal isolés. Donc la contrainte intervient non pas
sur l'obligation d'isoler aujourd'hui, mais sur l'interdiction de louer des biens qui seraient très mal isolés, qui seraient dans les dernières catégories que vous connaissez sur le diagnostic. Alors, les conséquences du système actuel, les propriétaires à qui l'on donne de l'argent, puisque ce sont des subventions, ont un reste à charge important. Donc, il y a un problème là réel pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'assumer le reste à charge. Lorsqu'ils sont bailleurs, ils augmentent souvent les loyers, selon le principe assez évident du retour sur investissement. Si j'ai été obligé de mettre de l'argent, j'essaye de le récupérer sur la location. Pour l'isolation des seuls logements, il faudrait un budget de subvention d'au moins 300 milliards d'euros de subventions, c'est-à-dire d'argent à donner, d'argent public à donner. Les propriétaires devant financer le solde, ce qui freine évidemment la décision d'investir. Les bâtiments à usage commercial ou tertiaire ne sont pas intégrés dans le dispositif actuel qui concerne les logements. Or, les bâtiments commerciaux et tertiaires sont aussi des gouffres énergétiques et il faut s'en occuper comme pour le reste. Donc il y a en gros 25 millions de bâtiments, dont 30 millions de logements à rénover. Le budget nécessaire à l'isolation de tous ces bâtiments se monte à une somme qui paraît astronomique comme ça, 1000 milliards d'euros. On a pris un chiffre moyen, 40 000 euros, ce qui n'est évidemment pas le cas pour tous les logements ou pour tous les bâtiments. D'une moyenne de 40 000 euros de rénovation par logement. Oui, par bâtiment. Par bâtiment, parce que précisément, il y a des logements dans les bâtiments. Dans les 25 millions de bâtiments, il y a des logements. Mais par exemple, un bâtiment de copropriété, c'est des centaines ou des dizaines de logements. Donc effectivement, la différence entre 25 millions de bâtiments et 30 millions de logements, c'est les logements collectifs. Ce qui fait tout de même au total 300 à 500 milliards de subventions, puisqu'aujourd'hui on est dans un système de subventions. Donc 300 à 500 milliards donnés par la puissance publique. Et de l'autre côté, 500 à 700 milliards de financement de la part des propriétaires. Évidemment, l'enjeu est colossal. Donc il nous paraît que le système de la subvention actuel n'est pas forcément adapté à l'enjeu de rénovation massive qu'il faudrait mettre en place pour... voilà. Peut-être juste un élément. En fait, les 25 millions de bâtiments que nous avons mis et les 30 millions de logements, il y a en France 37 200 000 logements. Donc, on est parti sur des logements ayant besoin d'être rénovés. C'est pour ça qu'on est au chiffre de 30 millions. Et il y a 30 millions de bâtiments. Et on a réduit à 25 millions de bâtiments parce qu'on a considéré que c'était le nombre de bâtiments à rénover. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Ce qu'on vous propose donc, c'est un système un petit peu orthogonal au système existant, puisque c'est d'arrêter avec ce dispositif de la subvention aux propriétaires. Également, pour comprendre notre proposition, il faut bien se rendre compte qu'on est là sur une intervention sur du bâti, sur des immeubles. Et que donc du coup ça donne possibilité d'utiliser des dispositifs économiques spécifiques d'intervention qui nous permettent d'éviter justement le régime de la subvention en bien des points critiquables. Je veux juste ajouter un élément sur MaPrimeRénov'. Aujourd'hui, on a simplement 21% des primes Rénov' qui sont dédiées à l'isolation. L'essentiel va ailleurs. Et simplement 6% de ces primes qui vont à la rénovation globale des bâtiments. Donc en fait, on laisse de côté l'essentiel de l'enjeu que sont la rénovation de ces passoires thermiques, la rénovation globale de l'ensemble des bâtiments. Notre proposition, elle repose sur 3 principes. Le premier, c'est de considérer que les pouvoirs publics mettent à disposition la totalité du montant des travaux pour l'ensemble des rénovations de l'ensemble des propriétaires sans aucune condition de ressources. Ceci va avec nécessairement une obligation de rénovation pour les propriétaires ou à rebours l'obligation que nous proposons d'imposer
sur les propriétaires va avec le fait que les pouvoirs publics s'engagent donc à financer sans condition de ressources et donc sans reste à charge derrière l'ensemble des travaux. Et ceci fonctionne du point de vue des masses monétaires que nous avons évoquées juste avant, par le fait que nous intervenons sur du bâti et que donc du coup nous pouvons ne pas fonctionner avec de la subvention mais avec un prêt qui du coup s'inscrit via une garantie hypothécaire égale au montant des travaux qui ont été engagés. Le bouclage économique se fait simplement par le remboursement de ce prêt-là à la première mutation du bien, que ce soit sous forme de cession, de succession ou à 30 ans ou plus tard. Vous avez là le cœur du réacteur de notre proposition. Donc, le plus simple est que vous reveniez là-dessus avec des questions si c'est pas clair dans la présentation. Ah non, je reviens en arrière. Oui, là, ça c'est en arrière. Pardon. C'est bon. Notre dispositif nous apparaît plus simple, plus souple, plus efficace, plus en mesure de faire face aux enjeux qui sont les nôtres, parce que, en fait, par cette intervention-là, vous pouvez vous garantir et vous prémunir d'un certain nombre de défauts du fonctionnement du dispositif actuel, en instaurant donc une forme d'obligation de moyens et de résultats pour les professionnels. Et surtout, l'argent qui est aujourd'hui de fait relativement gaspillé, l'argent public à travers MaPrimeRénov', pourrait être réutilisé afin de financer ce qui est nécessaire par ailleurs d'enclencher à la fois donc les filières matériaux, la démultiplication de la formation des professionnels quand c'est nécessaire. Avec un dispositif de ce type, vous pouvez également vous prémunir, ce qui est aujourd'hui une des conséquences majeures du dispositif actuel, de l'augmentation des loyers suivant la rénovation des logements effectués. Ce dispositif-là, à partir du moment où vous instaurez une obligation sur l'ensemble des propriétaires et un financement qui va avec, laisse toute possibilité à l'exécutif ou au législateur de choisir par qui commencer les travaux, étant donné que de toute façon, effectivement, cette obligation ne va pas s'exécuter dans les 6 mois qui arrivent ou dans simplement les 12 mois suivants. Et ça, nous, on n'est pas rentré dans ces détails-là, mais ça fait partie des choses qui peuvent être faites. Souvent, dans la discussion sur la rénovation énergétique des bâtiments, est mise en avant, c'est sans doute la slide suivante, le fait que ceci est un financement à fond perdu, jusqu'où, jusqu'à combien et tout cela. Notre dispositif permet de régler cette question-là. Elle permet de régler la question du reste à charge. Elle permet également, et je pense que ce n'est pas un enjeu secondaire pour qui s'est déjà amusé ou essayé à vouloir rénover son bâtiment, de laisser tomber tout l'enjeu du montage de dossiers et du suivi des éventuelles subventions. Comme bénéfice attendu, bien entendu, pour les locataires des bâtiments qui seront rénovés, c'est d'obtenir des économies de fonctionnement et des loyers maîtrisés tout de suite, une fois la rénovation effectuée. Cette mesure, donc, du coup, permet à la fois de se prémunir de dérapages financiers extrêmement importants, permet donc d'avoir un bouclage économique relativement aisé à travers ce jeu du prêt, de l'hypothèque et du remboursement à terme. C'est un dispositif qui permettra donc de débloquer l'un des 3 blocages que vous avez à faire face en tant que législateur ou en tant qu'exécutif face à la rénovation thermique des logements, qui est la question du financement. Les 2 autres, que sont la mise en place des filières de matières ou la multiplication de la formation des professionnels, resteront à régler, mais au moins la question du financement nous paraît pouvoir être levée avec cette proposition.
Oui, alors merci à nouveau de nous recevoir. On l'a bien compris, notre projet de proposition de loi s'inscrit dans un triptyque qui est question apporter des solutions au dérèglement climatique par une amélioration du parc des bâtiments. Deuxièmement, améliorer aussi la question sociale, notamment des locataires et de charges énergétiques, que ce soit pour des locataires ou des entreprises. Et ensuite de ça, une indépendance énergétique pour le pays. C'est-à-dire que moins on consomme et moins l'on est dépendant de puissances étrangères et tout le monde est au courant aujourd'hui. La question s'illustre finalement assez facilement, celle de l'isolation. C'est qu'effectivement, quand on a un trou dans son réservoir sur son véhicule, on peut changer le moteur pour consommer moins. On peut rouler moins vite, ça consomme moins aussi, mais on garde toujours le trou dans le réservoir et on perd de l'énergie pour rien. Et l'isolation, finalement, c'est quand même à peu près cette image. Et donc, pour le bâtiment, ben voilà, on peut effectivement changer la chaudière. C'est d'ailleurs ce qui se fait principalement avec MaPrimeRénov' aujourd'hui, où on remplace par des pompes à chaleur. On y reviendra tout à l'heure sur les effets un peu pernicieux justement de la pompe à chaleur que l'on peut voir. On peut se mettre à 19 degrés, voire à 18 degrés. On consomme moins, c'est une certitude. On peut utiliser de l'énergie biosourcée, durable, renouvelable. Il n'en reste pas moins qu'on chauffe à l'extérieur. Et donc, l'isolation, c'est ce que nous disait tout à l'heure à la fois l'ADEME, à la fois France Stratégie, etc., est un préalable. Je reviens sur les pompes à chaleur parce qu'il y a un problème qui se pose et qui n'est pas trop envisagé, qui est directement lié à la question de l'isolation des bâtiments, c'est la chaleur l'été. Et aujourd'hui, on a un nombre important de pompes à chaleur qui sont en fait des clims réversibles, qui nous amène, et on le voit, alors je ne sais pas s'il y a un laser, oui, s'il y a un laser, voilà. Si on est ici en 2020, on voit qu'en 2050, on a près du triplement de la demande d'énergie pour alimenter les pompes à chaleur et les climatisations. Et donc, il y a un véritable enjeu immédiat et très rapide à mettre en œuvre sur l'isolation, de manière à pouvoir freiner aussi ce mouvement, qui n'est pas qu'un mouvement de chauffage l'hiver, mais également un mouvement de refroidissement l'été qui pose problème. Par ailleurs, on s'aperçoit, c'est une source du rapport de l'Agence internationale de l'énergie, que là encore, on s'aperçoit que dans les centres-villes, en fait, l'influence des climatiseurs est beaucoup plus importante que dans le milieu rural, mais que donc on va avoir des problèmes accrus dans les centres-villes, donc de plus en plus de climatisation, donc de plus en plus de consommation d'énergie et donc de plus en plus de problèmes. Voilà, c'est une présentation assez rapide que nous vous avons faite. Nous avons repris la proposition de financement qui avait été envisagée par France Stratégie dans son rapport de 2020. Et vous voyez qu'il y a quand même une certaine complexité à venir financer des opérateurs ensembliers qui eux-mêmes vont faire travailler des artisans qui vont quand même bénéficier des subventions de MaPrimeRénov', des fonds obligataires, d'une garantie par l'État de 75% de leur engagement et qui seraient rémunérés sur les économies d'énergie. Et donc, nous vous avons fait, un petit peu avec les mêmes graphismes, le montage que nous proposons, c'est-à-dire que nous avons effectivement des fonds qui sont levés d'un point de vue par l'État, qui va prêter, donc l'établissement public va emprunter ou bien auprès de la BEI, la Caisse des dépôts, etc., va payer ou bien directement ou bien à travers le propriétaire après un contrôle des travaux. Je crois que le documentaire complément d'enquête est extrêmement révélateur sur l'absolue nécessité d'avoir un contrôle et une évaluation des travaux en termes de performance thermique et de performance d'isolation. Et donc, ensuite de ça, eh bien, une fois que les travaux sont faits, eh bien, on a un paiement des travaux, une exécution, une validation. Et ensuite de ça, le remboursement soit à la mutation, cession ou succession, soit à 30 ans au plus tard. Et en fait, l'équilibre budgétaire qui est prévu par l'article 40 de la Constitution, mais également par le traité de fonctionnement de l'Union européenne, est finalement assez simple. On a
un prêt d'argent, mais qui est un prêt. Et donc, en fait, le reste à charge, quand on dit le reste à charge disparaît, non, c'est pas vrai. Le reste à charge est à 100%, sauf qu'il est remboursé à la succession ou à la cession. Donc, l'État ne fait que prêter de l'argent, et pour assurer son équilibre budgétaire obligatoire par l'article 40 de la Constitution, eh bien, il a en contrepartie des hypothèques à due concurrence du prêt. Donc, sur un appartement où on aurait des travaux d'isolation de 20 000 euros, eh bien, on a une hypothèque de 20 000 euros par rapport à un prêt de 20 000 euros et on est sur un équilibre. Ce qui permet essentiellement quelque chose de très important dont on n'a pas encore parlé, c'est qu'on récupère quand même les 5 milliards d'euros de subventions actuelles au budget, puisqu'on ne les donne plus à titre de subvention. Et donc, on s'aperçoit que finalement, on va disposer d'un budget pour pouvoir travailler sur la formation. On a vu tout à l'heure qu'il y aurait ces problèmes-là, qu'on va l'avoir également disponible sur le développement des filières ou de matériaux ou d'isolation. Pour finir, je vous propose 4 cas concrets, parce que c'est ce qui nous permet de savoir si un mécanisme fonctionne. Donc, le pire du pire, c'est un couple âgé qui est bailleur d'une passoire thermique, qu'il a peut-être obtenue au cours d'une succession. Et cette passoire thermique et les loyers qu'il perçoit lui permettent de compléter sa retraite. C'est finalement une retraite par capitalisation, mais à titre individuel. Je vous rappelle que 97% des logements du parc privé sont détenus par des personnes physiques. Seuls 3% sont détenus par des personnes morales. Et donc, pardon ? Oui, on peut avoir des multipropriétaires. Alors, que se passe-t-il pour ce couple âgé? Aujourd'hui, il ne peut pas avoir accès au prêt avance rénovation, qui est la déclinaison du prêt avance mutation qui avait été institué par M. François Brotte en 2015 au Code de la consommation. Et donc, ces personnes-là, ils sont âgés, imaginons, et sans vouloir vexer surtout pas moi, imaginons qu'ils aient plus de 65 ans, par exemple. Voilà. Et donc, ces personnes-là ont une difficulté d'emprunt, compte tenu de leur âge. Ils ne peuvent pas avoir accès au prêt avance rénovation puisque c'est une location, ils sont bailleurs. Et par conséquent, même s'ils obtiennent une partie de subvention, de toute façon, ce qui va se passer dans le dispositif actuel, c'est que le reste à charge, d'une part, ils ne sont pas obligés, à chaque fois qu'un locataire veut que son logement soit isolé, on se retrouve avec une commission de conciliation, de médiation avec les propriétaires. Dans notre système, il va avoir une obligation d'isoler sa passoire thermique, mais on va lui prêter sans condition de ressources et sans instruction de dossier quasiment automatiquement la totalité du montant des travaux, et on va prendre une hypothèque qui sera remboursée, s'il a plus de 65 ans, on peut imaginer à la succession ou à la cession, ou bien à 30 ans ou plus tard, mais pendant ces 30 années, il y aura eu une amélioration. Par contre, on lui interdit d'augmenter ses loyers puisqu'on lui a financé la totalité et qu'il n'a pas de dégradation de son compte de résultat personnel et de son revenu qui lui permet de financer sa retraite. Un multipropriétaire, puisque vous en parliez justement à l'instant, qui loue des passoires thermiques. Je vous donne cet exemple parce que j'ai participé récemment à une conférence où des associations de locataires voulaient engager des rapports de force avec les propriétaires qui sont multipropriétaires, donc qui sont riches, donc qui peuvent isoler. Et je leur ai fait observer qu'effectivement, ils sont multipropriétaires, donc ils ont de l'argent en revenus, mais que les travaux d'isolation leur coûtent donc en enveloppe beaucoup plus cher. Puisque s'ils doivent sortir 200 000 euros, rien n'assure qu'ils soient en mesure de sortir les 200 000 ou les 300 000 euros parce qu'ils sont multipropriétaires. Donc il y a un problème. Et qu'en tout état de cause, le reste à charge risque de faire augmenter les loyers. Et donc, on voit bien que là encore, sur MaPrimeRénov', le multipropriétaire va avoir un reste à charge bien supérieur et que par conséquent, il ne va pas pouvoir isoler. On ne luttera pas contre le dérèglement climatique. Si nous lui prêtons la totalité des travaux, que ce soit 200 000 ou 300 000, de toute façon, l'État est garanti par les hypothèques sur les bâtiments qui sont de toute façon à un niveau ultra inférieur à la valeur des bâtiments et du foncier. Une copropriété, et donc là je sais que c'est un des problèmes qui se pose avec acuité. Tout le monde sait que sur les propriétés, il y a une véritable difficulté à faire voter ne serait-ce que le principe des travaux.
Alors, quand on a en plus de ça dans une copropriété des résidents et des bailleurs, alors là, c'est mission impossible. Nous avons consulté et auditionné des syndics de copropriété. C'est mission impossible, ils n'y arrivent pas. Vous pouvez faire les aides que vous voulez, les subventions, ils n'y arrivent pas parce que la moitié de leurs propriétaires s'en moquent et l'autre moitié dit « mais moi, de toute façon, ça va me coûter plus cher ». Le fait d'avoir mis une obligation d'isolation, du fait que l'on finance à 100% sans condition de ressources, fait que les propriétaires, vous n'avez plus besoin de décision d'Assemblée générale puisque l'obligation est légale. Obligation dont je précise qu'elle est, à notre sens, constitutionnelle, puisqu'elle répond à l'article 2 de la Charte de l'environnement. Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et l'amélioration de l'environnement. Et donc l'isolation fait partie du devoir de préservation et de l'amélioration de l'environnement. Et donc cette obligation est, à notre sens, parfaitement constitutionnelle et ne souffrirait pas, sur un projet de loi qui serait porté par des parlementaires, une cassation constitutionnelle. Et donc, dans cette copropriété, le premier vote de l'Assemblée générale va être simplifié puisqu'on est sur une obligation. Et donc, l'Assemblée générale ne va avoir à se positionner que sur le choix du prestataire, des types de matériaux en fonction de ce qui sera donné. Et donc, là encore, on voit qu'on a une véritable simplification à l'intérieur. Et un propriétaire occupant d'une maison bourgeoise, il se trouve que j'en ai discuté avec quelques-uns, et ils me disent « j'en ai pour 100 000 € à isoler chez moi, je vais continuer à payer le chauffage ». Et le résultat des courses, c'est que nous ne luttons pas contre le dérèglement climatique, ni contre la dépendance énergétique par rapport à des nations étrangères, ni même, alors là, pour le cas de la maison bourgeoise, la question sociale se pose moins, j'en conviens. Mais comme vous le voyez, on a, par cette simplification et par cet équilibre budgétaire que l'on propose, une possibilité d'ouvrir les vannes. Et si on a donné tout à l'heure le chiffre de 1 000 milliards d'euros sur les 25 millions de bâtiments, c'est que, effectivement, même si l'on imaginait un taux de subvention de 50%, qui serait extrêmement favorable, eh bien, il resterait quand même 500 milliards à faire débourser aux propriétaires, et je ne vois pas à quel titre. Pour conclure, je vous dirais qu'il nous semble que ni un budget de 5 milliards, ni un budget de 12 milliards, comme il a été discuté à l'Assemblée nationale, n'est à la hauteur des enjeux, mais que le point bloquant, et peut-être est-ce là l'apport que nous avons, le point bloquant, c'est le déséquilibre budgétaire. Tout le monde le sait. Tout le monde sait qu'on n'a pas l'argent pour payer tout ce qu'il y a à payer. Ce que nous proposons, c'est que ce ne soit pas les propriétaires, ce ne soit pas la collectivité qui paye, mais les bâtiments eux-mêmes. Merci, Madame, Messieurs, de cet exposé très clair. Je vais laisser la parole à notre rapporteur. Merci, Madame la Présidente. Merci pour cette explication en détail et puis le travail réalisé sur cette proposition de loi qui effectivement est sur un sujet qui nous a justement nous poussé à demander cette commission d'enquête, je dirais en partant des mêmes constats que vous avez pu faire, c'est-à-dire à la fois de se dire qu'on a des politiques publiques, on a des ambitions, et c'est ce qu'on a vu depuis les différentes auditions qu'on a pu avoir, des ambitions qui étaient à chaque fois très fortes, mais au bout du compte, des résultats, même quand il y a de l'argent public, et souvent il y en a, enfin, faut toujours demander plus, mais il y a eu de l'argent public, il y a de l'argent public qui est mis à disposition, et des résultats qui sont loin d'être à la hauteur, en tout cas quand on les projette, et quelles que soient, je dirais, les études qu'on prend, que ce soit la Cour des comptes ou autre, on voit bien qu'il nous faudra beaucoup d'années pour arriver à faire en sorte qu'à la fois il n'y ait plus de passoire thermique, mais en tout cas qu'on soit sur des bâtiments qui consomment le moins possible. Intéressant aussi justement de faire la part des choses, parce que c'est vrai que sur les différentes auditions qu'on a pu avoir sur l'idée quelque part qu'il suffirait de changer la chaudière, enfin en gros il suffirait de changer le moyen de chauffage, et du coup si on passe sur de l'électrique, de fait on diminue l'impact de rejet de CO2. C'est vrai que ça pourrait paraître simple en fait, hein. On se dit hop, on change l'ensemble des moyens de chauffage et on a gagné, et on a réussi. C'est enlever tout un aspect sur à la fois le confort, la santé,
le coût quand même énergétique, parce que cette énergie électrique, il faut de toute façon quand même la produire. Et donc c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de prendre ça dans la globalité et sur l'intérêt d'avoir des isolations performantes. Et donc la question de savoir, c'est comment on peut y arriver. Par rapport à votre proposition, moi j'avais plusieurs questions. Alors vous en avez répondu à la fin sur un certain nombre. C'est vrai que ce que je trouve intéressant, et dans les auditions qu'on a pu avoir, c'est qu'on voit bien qu'on a besoin de simplicité et que ça soit très simple pour les personnes qui veulent entrer dans ce processus d'isolation de leur bâtiment, à la fois de l'accompagnement et puis forcément l'aspect financier, parce que ce reste à charge zéro, ou en tout cas qui peut être décalé, il est important. Moi, je veux juste déjà une première précision. Alors, vous l'avez dit un peu à la fin, mais ça veut dire du coup que tout le système d'aide, qu'il soit PrimeRénov' ou autre, ANAT, etc., enfin tout ce qui peut être aide publique, du coup, ne rentre pas dans le dispositif. Ça veut dire qu'on ne vient pas, parce qu'on pourrait avoir un mixte où ces fameux, enfin le prêt qui est fait, il est en fonction des travaux, moins les aides et moins les subventions, et ensuite dire, ben voilà, c'est cette partie-là qui sera du coup hypothéquée ou remboursable au bout de 30 ans. Donc enfin voilà, donc ça j'ai compris que du coup que c'était du coup évacué et que ça pouvait permettre du coup de financer d'autres politiques publiques. Et du coup, ça me fait sur mes deuxième question, c'était sur l'aspect, parce que vous en parlez pas beaucoup dans le texte, sur justement l'accompagnement et l'ingénierie. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a réglé le problème financier, on sait quand même que il y a toute cette partie accompagnement, quel type d'isolation, quel type de chauffage au bout du compte. Vous parlez des matériaux biosourcés, comment on oriente et comment justement on fait ce choix-là et on accompagne du coup les personnes, que ce soit le propriétaire occupant d'une maison, que ce soit sur une copropriété. Donc c'est vrai que je trouve que pourrait être parce que là on a quasi un service public de la rénovation en fait, et donc du coup pourrait être accolé justement une partie ingénierie du coup qui puisse accompagner ça. Donc je voulais savoir si du coup vous en aviez imaginé quelque chose. De la même manière, vous parlez des matériaux biosourcés. C'est vrai que je me pose aussi la question. Donc j'ai bien vu que du coup ça pouvait permettre d'accompagner, de booster et de mettre en place des filières qui peuvent se mettre en place localement. Mais c'est vrai que moi la crainte que je pourrais avoir, c'est que votre système fonctionne très bien. Du coup, on a forcément tout le monde veut faire sa rénovation thermique parce que c'est très accessible, c'est facile. On va vite se confronter à un problème d'entreprises qui ne seront pas forcément en capacité, de matériaux disponibles, de tout ça, quoi. Enfin, qui est aussi une des questions dont on se pose. Et donc, voilà, savoir si vous aviez réfléchi aussi. Dans un système comme ça où on se dit on peut avoir un très gros appel d'air parce que c'est quelque chose de plutôt intéressant et plutôt alléchant, quand on dit à des gens vous pouvez y aller, ça ne vous coûtera rien et faites-le, savoir comment justement dans le temps on peut à la fois étaler ça, parce qu'on sait qu'on ne fera pas du jour au lendemain, et donc du coup comment on règle, en tout cas on régule ce lien entre la capacité des entreprises à pouvoir le réaliser et puis la possibilité de le faire. Une dernière question, c'est la parole à mes collègues, enfin 2 questions. Et la question, c'est que vous appuyez vachement sur le solaire thermique. Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'il y a d'autres dispositifs, et surtout on peut... moi je pense qu'il y a des dispositifs qui sont très liés en fonction d'une région, en fonction de filières qu'on peut avoir. Je pense par exemple au chauffage bois par exemple, ou réseau de chaleur qui peuvent être en place, et on peut se dire là à cet endroit-là c'est peut-être pas forcément ça qui est pertinent, mais c'est peut-être autre chose. Pourquoi du coup avoir cet aspect très, très direct sur le solaire thermique et sur l'obligation pour le coup là-dessus. Et puis sur la dernière question, moi je me pose quand même la question sur, on va dire, le propriétaire d'une maison bourgeoise ou on va dire d'une petite maison qui n'a pas forcément beaucoup d'argent, qui est propriétaire, mais voilà, qui a acheté sa maison quand il avait 30 ans, il sait qu'il va falloir qu'il rembourse quand il en aura 60, quand il sera à la retraite, quand on aura... Non, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, il va avoir à rembourser à un moment où, justement, il aura peut-être un petit peu moins de revenus, et ça veut dire que soit
dans votre dispositif. Soit effectivement la maison est vendue pour X raisons et donc là, je dirais, il n'y a pas de souci, ça se rembourse. Mais sinon, ça veut dire qu'il faudra qu'il ait prévu le coup pendant ces 30 ans, effectivement, sur ses économies d'énergie, etc., etc. Mais cette question-là va quand même se poser, quoi. Ça veut dire qu'au bout de 30 ans, il va falloir quand même qu'il sorte la somme qu'il n'a pas injecté au début, et ça peut être du coup dangereux parce qu'on peut se dire que voilà, pendant 30 ans c'est pas forcément facile, et on le voit bien, de se dire j'ai fait des économies d'énergie et bon, c'est qu'en plus on a plein de problématiques qui se posent sur la question de l'isolation est mise en place, on a un meilleur confort et souvent on va même augmenter un petit peu. Donc en fait les décalages qu'on peut avoir, ou en tout cas le gain qu'on peut avoir sur l'économie d'énergie n'est pas forcément celle qu'on aurait pu attendre. Et donc du coup au bout de 30 ans, de se retrouver en fait pas forcément avec les capacités de pouvoir rembourser. Donc voir si vous aviez du coup réfléchi aussi à cette question-là. Voilà, merci. Alors, la réponse à toutes ces questions. Alors, je vous propose de répondre donc sur l'accompagnement et sur le contrôle des travaux, bien sûr qu'on l'a prévu, c'est à l'article 8, donc on a effectivement prévu un contrôle. Nous ne sommes pas nous-mêmes diagnosticiens, mais on pense que les entreprises qui effectuent aujourd'hui les DPE peuvent peut-être progresser. Je reviens toujours à ce documentaire de complément d'enquête, et qu'il y a une absolue nécessité. Mais il y a une question qui se pose aujourd'hui, c'est que on a quand même des dispositifs techniques qui permettent de savoir si on a des ponts thermiques ou pas, qui ne sont pas que des calculs théoriques. Ça s'appelle une caméra thermographique. Ouais. Une thermographie complète d'un pavillon, c'est 500 €. On s'est renseigné auprès d'entreprises de thermographie, donc on n'a pas négocié le prix. Mais voilà, un pavillon, c'est environ 500 € pour faire une thermographie. Et la thermographie vous permet de savoir où en intérieur, là où vous avez encore des prises d'air, ou à l'extérieur, si vous avez des ponts thermiques, etc. Donc, il y a un intérêt. C'est que, à notre sens, en tous les cas, c'est comme ça qu'on a imaginé le mécanisme, le diagnostic de contrôle qui permet d'ailleurs de déclencher ou pas l'assurance décennale des installateurs. Parce qu'on a une double garantie en fait sur notre prêt. On a l'hypothèque, mais on a aussi la garantie décennale qui ne peut être activée qu'à partir du moment où la puissance publique va exiger qu'il y ait un contrôle effectif de l'installation et de sa durabilité. Donc là, et finalement, si l'on rajoute 500 € que nous proposons de financer, y compris avec le prêt, c'est une enveloppe globale, eh bien, vous vous apercevez que les 500 € sont epsilon par rapport aux travaux de rénovation. Et donc, à notre sens, il faut intégrer effectivement à la fois l'accompagnement et la prescription ex ante et le contrôle a posteriori dans l'enveloppe globale de la rénovation, parce que ça en fait partie. Et là, alors, il y a sans doute d'autres possibilités que le contrôle thermographique. En tous les cas, nous, on connaît celui-ci. Et a priori, en tous les cas, il détecte les ponts thermiques. Il peut détecter à terme les malfaçons qui, en général, apparaissent au bout de 2 ou 3 ans. Donc, on a une capacité à pouvoir voir les choses. Il faut effectivement mettre autour de la table non seulement les entreprises qui avons installé, mais également les assureurs, de manière à ce qu'on ait une bonne couverture, parce que c'est un prêt public. Donc voilà, très rapidement sur l'article 8, afin de garantir la bonne exécution des travaux d'isolation, il est effectué dès la fin de la mise en œuvre des travaux, ou dès que possible dans les conditions techniques, quand les conditions techniques le permettent, un contrôle de l'efficacité énergétique des travaux. Donc nous avons bien prévu cette nécessité, et donc voilà. Sur les matériaux biosourcés, on n'a pas une religion extrêmement forgée et arrêtée sur ce sujet. La seule chose que nous disons, c'est que, pour être un peu des praticiens, nous sommes nous-mêmes propriétaires, donc nous avons eu à faire un petit peu d'isolation, et on sait que, par exemple, la laine de verre, sans aller décrier un matériau ou un autre, a une durabilité parce qu'elle s'affaisse qui est moindre que, par exemple, de la laine de bois compressée. Le deuxième point, c'est qu'il y a, et je pense que d'autres intervenants en ont parlé avant nous, la question du temps de déphasage des matériaux.
Et aujourd'hui, en tous les cas, donc le temps de déphasage, il faut que je précise peut-être pour ceux qui ne sont pas trop techniciens, en fait, grossièrement, de la laine de verre va avoir 4 heures pour laisser pénétrer ou la chaleur dans un sens ou dans l'autre. Si vous prenez de la laine de bois non compressée, c'est 8 heures. Et si vous prenez de la laine de bois compressée, c'est 14 heures. Sur une même épaisseur, bien évidemment. Et donc, on comprend bien que si on a 8 heures pendant lesquelles le chaud l'été ne rentre pas dans la maison, ben on n'a pas besoin d'ouvrir la clim si on a ouvert ses fenêtres la nuit. Et si vous avez que 4 heures, ben ça vous fait entre 10 heures et 14 heures. Si vous avez 8 heures, vous êtes entre 10 heures et 18 heures. Et là, la température rebaisse. Et si c'est l'hiver, eh bien, les 8 heures vont vous permettre de conserver, de barrer la route au froid de l'extérieur qui vient refroidir vos murs. Et donc, ces 8 heures ou ces 14 heures sont vraiment importantes. Et donc, on ne sait pas si c'est du biosourcé, mais en tous les cas, ce qui est nécessaire, c'est de prendre en compte ces éléments de temps de déphasage. Et pour l'instant, en tous les cas, les matériaux biosourcés, que ce soit ouate de cellulose, que ce soit fibre de bois, fibre de chanvre, etc., sont à peu près pareils d'un point de vue résistivité, mais en temps de déphasage sont bien supérieurs et ne s'affaissent pas comme la laine de verre ou comme d'autres isolants. Donc c'est sur cette question-là. Et ensuite de ça, sur la disponibilité des entreprises, et je laisse la parole à mes collègues, effectivement, aujourd'hui, il y a un problème de main-d'œuvre spécialisée pour faire les travaux. La question, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas les budgets pour développer les filières de formation, donc c'est plutôt de l'offre et de la demande sur le marché du travail, alors que nous, ce que l'on propose, c'est que le budget des primes et des subventions soit réaffecté dès la mise en place du système de prêts hypothécaires, prêts à avance rénovation, mais généralisés, de manière à ce que vous récupérez dans le budget de l'État 5 milliards d'euros qui font un petit peu face au taux d'intérêt. Imaginons qu'on ait une enveloppe de près de 60 milliards à l'année, ce qui n'est pas excessif par rapport aux capacités de l'État. Les 5 milliards qu'on récupère en subvention représentent quand même 8% de taux d'intérêt. Donc on a de quoi à la fois financer de la formation, du développement de production de matériaux biosourcés, présente quand même un intérêt, c'est que ça redonne un petit peu la main dans les territoires. Et je sais que vous êtes attachés comme sénateur à ce que les territoires retrouvent des activités et des activités durables. Et donc, effectivement, il se trouve que j'habite du côté de Chambéry. Réutiliser le bois, non pas pour faire des pellets, mais pour faire de la laine de bois, redonnerait quand même quelques clés à ce territoire, par exemple. Mais il n'y a pas que celui-là qui a de la forêt. Je vous laisse. Moi, oui, tu n'as quand même pas tout à fait répondu, Daniel, à la question de monsieur sur le fait que tout cela allait déclencher une demande très importante. Alors, nous pensons que là, ça sera à vous aussi de prioriser, parce que notre proposition de loi est tout à fait modeste et elle demande évidemment à être affinée, bien sûr. Donc, il y aura probablement à prioriser, ça sera la puissance publique de le faire. Moi, je voulais intervenir sur la question que vous posiez par rapport à des personnes qui, effectivement, utiliserait le prêt et puis n'aurait pas la capacité à rembourser. En fait, la durée moyenne d'un bien, c'est 14 ans en France. Donc ça veut dire quand même qu'une énorme partie des biens tourne et que donc, globalement, le prêt serait remboursé en moyenne à 14 ans. Donc nous avons mis une date de 30 ans maximum qui peut permettre de faire face à des cas très particuliers. Et s'il y a des cas très très particuliers, des gens qui feraient la rénovation à 60 ans et qui vivraient dans la même maison jusqu'à 100 ans, je pense que la loi trouvera un moyen de régler ces cas particuliers. On voulait vous redonner ce chiffre parce que 14 ans, c'est finalement peu. Donc ça veut dire que le prêt que l'on fait, globalement, c'est un prêt sur 14 ans, puisqu'en fait, il y a beaucoup de cessions de biens. Voilà. Et puis sur le solaire, c'est Maxime qui répond. Un petit mot général qui, je pense, est très important en la matière. Quand on fait la présentation de ce projet de loi, il nous est parfois effectivement renvoyé des cas limites comme étant du coup de nature à disqualifier le propos général.
ça me semble pas nécessairement la bonne façon de procéder. Il faut bien se rendre compte que la situation dans laquelle on est que nous n'avons pas de rénovation, nous n'avons pas d'isolation efficace actuellement sur le territoire national à la hauteur à laquelle on devrait l'être. Si on prend que les rénovations de passoires thermiques, il y en a 4,8 millions. Si on respecte l'objectif que s'est donné l'exécutif, c'est-à-dire 80 000 passoires thermiques par an rénovées, il nous faut plus de 60 ans. Si on tient compte de ce que dit la Cour des comptes, il nous faut 1900 ans, c'est-à-dire qu'il y en a 2500 qui perdent le label passoire thermique par an. Et si on se tient compte du réel, c'est-à-dire les 45 000 rénovations globales, à supposer qu'elles se sont toutes sur de la passoire thermique, ce qui n'est pas le cas de l'année 2021 ou de l'année 2022, il faut un siècle pour rénover les passoires thermiques. Donc du coup, en fait, moi je veux bien qu'on parle du risque d'emballement de la rénovation, mais aujourd'hui c'est la platitude totale en la matière en fait. Et donc du coup, est-ce qu'on se donne réellement les moyens pour que ça avance et que ce soit de nature à effectivement changer la donne. La deuxième élément que je voulais apporter, c'était sur l'articulation avec les aides existantes. Là aussi, quiconque s'est frotté à cette possibilité ou pas de rénover son habitation a été confronté à une situation particulièrement complexe. Donc n'en rajoutons pas. Là où les dispositifs actuels sont extrêmement problématiques, c'est que même s'ils ont été simplifiés avec MaPrimeRénov', ils sont quand même de nature complexe, très différents. Vous avez accès à de multiples interlocuteurs, même s'il y a des efforts qui sont faits. Et donc, ce n'est pas pour remplacer ce dispositif-là par un nouveau qui viendrait s'ajouter au précédent. La proposition qu'on fait, c'est effectivement un effort de substitution et qui est effectivement compliqué pour un exécutif ou un législateur de dire que ce qui a été entrepris, finalement, aujourd'hui, ne mène pas là où il faudrait que l'on soit et qu'il faut peut-être repartir, pas nécessairement d'une feuille blanche, mais effectivement d'un dispositif complètement différent. C'est la proposition qu'on vous fait. Faut-il parler de services publics ? S'il n'en tenait qu'à moi, oui. Clairement, vu les enjeux, nous avons besoin d'un service public de l'isolation du bâti, mais un service public totalement renouvelé. Parce que ce ne sera effectif et efficace qu'à condition qu'il soit en mesure d'articuler les différents échelons de l'intervention publique du national aux collectivités territoriales et, bien entendu, signifie une participation à chaque fois que ce sera nécessaire des acteurs privés qui sont absolument nécessaires vu la situation actuelle dans la rénovation des bâtiments. Je vous invite sur les matériaux biosourcés à rencontrer les responsables des différentes filières. Moi, pour ce qui me concerne, j'en connais un ou deux. Et en gros, par exemple, aujourd'hui, pour faire de l'isolation en paille, alors ça peut faire sourire, mais ça fait partie d'une partie de la solution sur les nouveaux bâtiments. Ça marche extrêmement bien. Et en gros, il n'y a pas de problème de ressources. Il y a une filière à construire. Mais on sait construire des filières normalement. Sur le solaire thermique, notre proposition dans l'article 2, c'est de s'appuyer sur le solaire thermique lorsqu'une étude va montrer que c'est efficace, lorsque c'est rendu possible. Et si nous insistons là-dessus, c'est parce qu'il est un peu aberrant de devoir chauffer du bâti, chauffer de l'eau ou climatiser des bâtiments lorsqu'on a du soleil et que ce soleil finalement tape sur nos bâtiments sans qu'il ne soit jamais transformé en ressources qui est pourtant disponible. Et c'est relativement simple de chauffer de l'eau à 50 degrés. Et si, bien entendu, vous pouvez discuter du rendement de cette transformation-là, en fait, on peut, y compris probablement, investir sur des dispositifs moins techniques, mais qui permettent de résoudre toute une série de questions quand même intéressantes de ce point de vue-là. Merci. Alors, il nous reste peu de temps. Je vais laisser la parole à une de nos collègues, à Marie-Noëlle Lienemann. Évidemment, votre proposition, elle est assez séduisante. Elle a un côté effet de masse, etc. Alors, il faut quand même savoir que dans notre pays, il y a une crainte historique des prêts hypothécaires, et notamment au regard de ce qui s'est passé aux États-Unis. Puisque la première question qui se pose,
c'est quel est le taux. C'est-à-dire, est-ce que vous avez des taux fixes ou des taux variables, ou alors taux zéro. C'est-à-dire, s'il y a un prêt hypothécaire, c'est que 30 ans plus tard, ça coûtera X plus X%. Donc, c'est très, très important, parce que si au bout d'un moment, on finit par payer 3 fois, parce que les taux sont élevés, vous voyez, donc, et est-ce qu'ils sont variables ou fixes? Ce qui est fondamental, sachant qu'en France, on a choisi dans l'immobilier les taux fixes. Mais ça suppose aussi la ressource. Parce que pour avoir des taux fixes, il faut avoir une ressource qui permet de garantir ces taux fixes. Donc, notamment ce qu'on appelle la garantie des prêts. Bon, vous avez raison, mais aux États-Unis aussi, les prêts, ils sont fondés sur du bâti. Et ils ont quand même demandé des garanties, Fannie Mae, machin, etc. Donc, comment vous avez envisagé le principe de garantie? Parce que presque partout dans le monde, mais là, on pourrait faire exception, pourquoi pas, mais il faut vraiment trouver le système. Presque tous les prêts hypothécaires sont adossés à une certaine financiarisation. Et donc à une certaine vulnérabilité quand il y a crise financière. D'accord? Alors vous me direz, quand on fait un prêt normal immobilier, mais ce n'est pas tout à fait vrai aujourd'hui, parce qu'on a des systèmes de garantie à cause de ces taux fixes. En tout cas, je trouve que dans votre exposé, il manque un peu la version impact des taux et impact sur le propriétaire lui-même. C'est-à-dire combien ça lui coûtera en plus par rapport à un prêt ou non normal. Bon. Après, il y a évidemment la résistance culturelle aux prêts hypothécaires dans notre pays, qui est aussi liée au fait de l'héritage. C'est-à-dire que les Français sont très attachés à l'héritage. Mais comme vous l'indiquez vous-même, il est vrai que de moins en moins, on ne fait pas un bien A qui va être l'héritage à la fin. Il y a déjà eu X turnover avant que l'héritage puisse se faire. En cela, je trouve la proposition mérite d'être étudiée. Est-ce que la Caisse des dépôts vous avez sollicité des gens de la Caisse des dépôts pour savoir ce qu'ils pourraient penser d'un mécanisme de cette nature? Parce que quoi qu'on en dise, ça va faire 1000 milliards de dettes, enfin je veux dire, supplémentaires. Il va falloir bien expliquer ça au marché financier. Moi, ça ne me traumatise pas, pour être franche, mais je sens qu'il y en a d'autres qui pourraient se traumatiser. Oui, alors il se trouve que professionnellement, j'ai eu à connaître de très très près la crise des subprimes, avec une différence essentielle par rapport à ce qu'on propose. Parlons en valeur absolue. Une rénovation thermique d'un logement, c'est environ en moyenne 20 000 euros. On parle de 20 000 euros. La crise des subprimes, oui, non, mais une personne se retrouve à 20 000 euros sur un bien, allez, disons de 200 000. On est à 10% de la valeur. La crise des subprimes se déclenche parce qu'on prête, comme en Espagne ou comme aux États-Unis, à n'importe qui, y compris des gens qui n'ont pas d'argent et qui ne seront pas en mesure de rembourser. Donc là, on prend une hypothèque, mais une hypothèque à due concurrence, c'est-à-dire que sur des travaux à 20 000, on prend une hypothèque de 20 000. Alors, je sais que cette crise des subprimes a beaucoup traumatisé les marchés financiers essentiellement, d'ailleurs, et quelques clients de la Fortis Bank, très probablement. Mais finalement, l'enjeu par rapport à la valeur du bien et le prêt hypothécaire par rapport à la valeur du bien n'est pas significatif. Et en tous les cas, on ne peut pas faire de comparaison avec la crise des subprimes. Sur le taux d'intérêt et de manière très rapide, je l'ai dit tout à l'heure, mais effectivement sans doute un peu trop rapidement, le fait de récupérer 5 milliards d'euros dans le budget, puisqu'aujourd'hui on a 5 milliards d'euros qui sont attribués, que vous récupérez, puisque vous allez avoir votre mécanisme d'équilibre budgétaire entre vos prêts et les garanties hypothécaires. Donc c'est 5 milliards d'euros sur 60 milliards annuels. Partons sur ce chiffre-là, qui est quand même un chiffre important. Ça représente 8,33% d'intérêt. Donc nous n'avons pas pris de position sur le paiement des intérêts, mais finalement, l'État récupère quand même 8,33 dans son budget par rapport à 60 milliards, qu'il pourrait peut-être bonifier. Je pense, mais voilà, vous êtes parlementaire et vraiment la balle est dans votre camp, mais en tous les cas, c'est quelque chose qui est envisageable. Et d'ailleurs, quand on fait des prêts à taux zéro ou qu'on fait des PGE, voilà, d'accord. Donc on est bien d'accord. Et là, on a en tous les cas la vertu de lutter contre le dérèglement climatique. Donc je pense que vous avez là des réponses qui font que ce mécanisme est fonctionnel.
Bon, il vient de m'enlever le mot de la bouche en faisant une référence au PGE. Je vais juste sur le risque de financiarisation. Si on confie cela uniquement aux banques privées, on a potentiellement des risques qui vont être sous-jacents à un tel dispositif. Si on confie cela à un établissement public dont les ressources viennent de la Banque publique d'investissement, de la Caisse des dépôts et consignations, de tous les dispositifs qu'on vous a évoqués, en fait, vous avez une capacité effectivement assez décisive à réduire au plus bas tout risque de financiarisation et d'emballement financier le cas échéant. Et par ailleurs, les cas de défection, les cas limites que j'évoquais tout à l'heure, de celles et ceux qui ne pourraient pas rembourser pour je ne sais quelle raison, ça, on sait amortir sur la masse de volume de financement, de transactions, de cessions. Vous aurez en fait un taux de défaut qui sera extrêmement faible et que vous pourrez amortir sur la globalité du mécanisme de manière extrêmement faisable. On ne l'a pas chiffré. Nous ne sommes que 3 simples citoyens intéressés par la question, avec aucune ressource spécifique pour mener et vous faire cette proposition-là. Nous sommes, je pense, nous serions heureux de travailler avec qui que ce soit pour rentrer dans le dur et chiffrer et aller regarder précisément, effectivement, comment tout cela se finance et multiplier les cas d'études spécifiques en fonction de la maison bourgeoise, de la copropriété et évaluer, et y compris ça, par contre, vous serez dans l'obligation d'avoir ces informations-là, d'effectivement faire des hypothèses sur les taux de défection possibles et jusqu'à combien ça va embarquer de financement public pour ça. Mais sincèrement, ça, c'est la question résiduelle une fois qu'on acte le principe qu'on va là-dessus. Et ce travail-là, à Bercy et dans bien d'autres endroits, on sait le faire. Et globalement, c'est pas très compliqué. Alors, juste peut-être un élément, peut-être de quantification, parce que quand on parle de milliards, on jongle avec les milliards, mais ça en fait beaucoup. Je parlais tout à l'heure de 50 milliards, de 60 milliards à l'année, par exemple. Jérôme Kerviel avait placé 50 milliards d'euros en 2008 sans que personne s'en aperçoive, ni même les contrôles. Donc, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'échelle de l'État français, les 60 milliards sur les marchés sont finalement... Alors, nous avons cru lire ça dans la presse, effectivement, Madame Lienemann. Et donc, voilà, ce que je voulais juste répondre à ça. Donc, sur la CDC, nous n'avons pas, comme l'a dit à l'instant Maxime, pris de contact. Ce que je voudrais vous dire, c'est que le format de cette audition, et franchement, merci d'avoir accepté de recevoir 3 citoyens qui interviennent dans le cadre de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme, puisque chaque citoyen a le droit de prendre part à la formation de la loi, soit directement, soit au travers de ses représentants. Et donc, merci de nous avoir accueillis et écoutés. Et je pense que on est à votre disposition individuellement ou dans un autre cadre, je ne sais pas, en tous les cas pour venir approfondir peut-être les éléments qu'on vous a présentés de manière rapide et générale. Franchement, nous avons présenté ça à des hauts fonctionnaires, à des professionnels du bâtiment, à un nombre de personnes et à un panel de propriétaires en fonction de leurs revenus, etc. Et tous ont eu cette première réaction, Madame Lienemann, de dire « oui, mais l'hypothèque. Et je ne vais pas transmettre une hypothèque à mes enfants. » Et en fait, quand ils commencent à regarder le système, ils disent, y compris pour une personne sur une grosse maison bourgeoise qui m'a dit bah, « mes enfants, ils auront peut-être 100 000 de moins, mais enfin, la maison vaut 1 million. » Vous voyez ? Et donc, en fait, voilà, on a une vraie possibilité de poursuivre sur ce trait. Question et puis on va vous libérer et nous on va accueillir l'audition qui suit Martha de Cidrac. Merci beaucoup Madame la Présidente, merci beaucoup pour votre présentation et j'avais une petite question, je dirais pas générale mais vraiment très spécifique. Monsieur Ibanez, vous nous avez montré un peu le dispositif, c'est-à-dire au moment où on rentre dans ce dispositif-là, quand vous disiez somme toute ce sera, voilà exactement ce schéma-là, ça sera relativement simple de rentrer dans le dispositif, c'est ça l'idée en tout cas que vous portez. Ensuite on contrôle les travaux et ensuite le propriétaire bénéficie, donc on lui dit ok c'est super, on va rembourser cette partie, bon donc tout le dispositif que vous avez expliqué. Moi j'ai une question sur la partie contrôle en fait en réalité, c'est-à-dire au moment où les travaux sont effectués, imaginons que les contrôles, enfin que les travaux soient mal faits.
soit pour des raisons de malfaçon, soit parce que vous avez parlé de mesures que l'on pourrait prendre pour voir que c'est efficace, soit parce qu'on se rend compte que finalement, les travaux, il n'y a pas de malfaçon, mais l'efficacité n'est pas au rendez-vous. Que se passe-t-il et qui paye en réalité dans ce cas de figure? Parce que est-ce que c'est les assureurs qui vont prendre en charge? Mais dans ce cas-là, on sait bien que cela va se traduire par des primes plus élevées par la suite. Donc il y a bien quelqu'un qui va payer in fine, et pour quel résultat, pour aller où? Voilà ma question. Je vous remercie. Les malfaçons existent aujourd'hui. Elles ne sont pas traitées. Okay. Là, on va élargir le dispositif. Si avec ce qui est économisé, on a un développement de filière et la formation d'agents, plus le développement, et vous l'appelez comme vous voulez, un service public ou pas, qui fasse réellement l'intermédiaire, en fait, à chacune des étapes que nous proposons, de la simplification à la façon dont va fonctionner ce dispositif-là, vous réduisez le nombre d'intervenants et vous réduisez les risques de malfaçon et de choses qui ont pu être vues chez complément d'enquête. Par ailleurs, sur le lot, en fait, sur la massification, vous aurez toujours un lot de malfaçon, une partie. Mais cette partie-là sera résiduelle. Et du point de vue macroéconomique, ou du point de vue de l'isolation prise globalement, ça n'invalide absolument pas le dispositif. Ça restera à gérer. Mais comme aujourd'hui, ça l'est sur des isolations qui se portent simplement sur très très peu d'habitats. Donc du coup, en fait, ce que je veux dire, c'est que ces cas limites ne peuvent pas venir, parce qu'ils existent aujourd'hui dans le dispositif actuel, dire que le dispositif que nous proposons ne pourra pas fonctionner. C'est ça que je veux vous donner comme réponse. Très rapidement, sur ce sujet-là, nous avons bien dit que les artisans, les entreprises qui effectuent les travaux sont soumises à garantie décennale. Donc vous avez une assurance garantie décennale. Que se passe-t-il aujourd'hui? C'est que cette garantie décennale n'est pas mise en jeu pour une seule raison. C'est qu'en fait, ce sont les propriétaires qui ont ordonné les travaux qui se retrouvent face à cette question de la malfaçon et qui sont incapables eux-mêmes de le faire. Nous, ce que nous suggérons, c'est qu'il y ait un contrôle effectif par un organe extérieur qui, lui, va donc mettre directement en jeu la garantie décennale et les assureurs. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il faut, je crois, mettre autour de la table les assureurs sur cette question. Si vous voulez bien, je voulais redire quelque chose qui peut-être a échappé, c'est qu'effectivement, ce que nous proposons, c'est un changement radical de perspective. Et c'est pourquoi notre proposition, sans doute, peut être perçue comme surprenante, parce qu'on sort complètement du logiciel habituel de la subvention. Et on sait bien qu'il y a beaucoup de propositions qui ont été faites pour améliorer. Alors on rajoute une petite case pour les très 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 modestes, ou alors une autre case, etc. Et en fait, nous pensons, et on sait bien que c'est ça qui est compliqué, qu'il faut vraiment changer de perspective, abandonner ce qui est toujours difficile, ce que l'on avait l'habitude de faire, la subvention, pour un système différent. Donc on sait bien qu'il y a un frein presque intellectuel, parce qu'on n'a pas fonctionné comme ça pendant des années, qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup travaillé, et on le sait bien, sur la réorganisation de MaPrimeRénov'. Il y a énormément de gens qui travaillent. Nous, on ne dit pas qu'ils ont mal fait, mais on pense qu'il y a effectivement un échec concret dans le nombre de réhabilitations qui ne sont pas faites aujourd'hui, et qu'il y a une urgence. Donc, on a bien conscience, avec notre proposition, de vouloir changer complètement la règle du jeu. Et pour terminer, parce que je pense qu'on ne va pas avoir le temps de répondre à toutes les questions que vous nous aviez envoyées, mais on vous laissera nos réponses, parce que c'est important, vous nous donniez quand même à la fin une question importante qui était sur la solution alternative de France Stratégie, avec une prise totale en charge, totale des frais, sans reste à charge pour les propriétaires, mais les travaux étaient entrepris dans la proposition par un opérateur ensemblier et qui se rembourse sur les économies d'énergie, partagées entre le propriétaire ou le locataire et voilà.
nous avons regardé ça de très près, nous l'avons étudié. Nous partageons évidemment les objectifs qui sont la massification des travaux et la volonté de lever les freins aux investissements. En revanche, il nous semble tout de même qu'il y a d'énormes problèmes dans cette proposition. D'abord parce que les investisseurs vont regarder la rentabilité et vont choisir d'abord les investissements les plus rentables, évidemment. Ils attendent un retour non négligeable, 5 à 7%, c'est dans les chiffres donnés. Ça reste sur le principe quand même d'une subvention d'État, même s'il y a la clause de retour à meilleure fortune dont chacun sait que quand elle est mise en place, elle est rarement utilisée. Donc il y aura de toute façon des subventions d'État, donc un budget perdu entre guillemets pour l'État. Cela reste aussi avec les prêts seraient garantis par l'État. Donc, il nous semble, si vous voulez, que la puissance publique, avec cette proposition de France Stratégie, donne finalement une sorte de marché, entre guillemets, qui peut être très intéressant pour des gens, mais pas forcément dans l'objectif d'une économie de finances publiques et d'efficacité. Donc voilà, nous, ça nous paraît quand même très dangereux parce qu'en plus, on pense qu'il y a un risque inflationniste et que le montage est très complexe. C'est le montage qui est passé très rapidement. Il y a quand même beaucoup de complexité là-dedans et qui dit complexité dit lourdeur et probablement effet de niche et d'intérêt. Voilà ce qu'on voulait dire au moins pour cette question. Merci, mais nous avons auditionné la dernière, France mais elle était Stratégie, importante. Bien sûr, on les a auditionnés. On vous laissera les réponses à toutes les questions qui avaient été posées. Oui, avec grand plaisir. Et merci, merci d'être venu jusqu'à nous présenter cette proposition de loi dont j'espère qu'elle pourra cheminer, on va dire. Il faudra que vous amélioriez. Bien.